Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue pour la dernière émission de la semaine, qui sera peut-être aussi la plus passionnante, mais ça, ce sera à vous d'en décider. Au bout de 48 minutes, je vous propose de découvrir tout de suite les 4 sujets que nous avons sélectionnés aujourd'hui. Nous allons revenir sur les vœux du président de la République aux armées. C'était ce matin à Toulon. Semble-t-il, les armées ont obtenu ce qu'elles voulaient, c'est-à-dire des budgets non seulement sauvegardés, mais même augmentés. Y a-t-il eu un changement de doctrine chez le président? Nous en parlerons. Nous parlerons aussi des droits de l'homme en France à la suite d'un rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a des dizaines, voire des centaines de reproches, de récriminations très variées à faire à la France. Est-ce légitime? On en parlera. Nous parlerons aussi des hauts fonctionnaires. Ont-ils un statut, des privilèges exorbitants? La polémique monte après la nomination comme sous-gouverneur de la Banque de France de Sylvie Goulard, l'éphémère ministre des Armées, qui avait dû quitter le gouvernement après le déclenchement d'une affaire sur les assistants parlementaires au Parlement européen pour le MoDem, dont qui est son parti, puisqu'elle était elle-même députée européenne avant d'être ministre. Et puis nous parlerons de cette affaire qui fait beaucoup de bruit à Paris. Dans quelques stations de la capitale, le métro ne s'arrête plus en raison des risques pour la sécurité des voyageurs, avec la présence sur les quais de consommateurs de crack. Nous allons parler de ces 4 sujets avec 4 invités. Bonsoir Julie Ventro. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Le Figaro Magazine qui publie ce week-end en couverture un grand papier de Stéphane Bern sur la monarchie britannique et la façon dont Elisabeth II en fait a tout changé à Buckingham Palace. Nous accueillons aussi Benjamin Grange. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Dentsu Consulting, le directeur général de Dentsu Aegis France aussi. Je rappelle que votre expertise, c'est la communication numérique, les stratégies d'influence, l'e-réputation. Vous êtes un expert et vous allez nous dire ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Bonsoir Hervé Nathan. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Marianne, en couverture cette semaine, veut libérer la parole des hommes. Je trouve que c'est un excellent projet. Ça fait un peu polémique quand même. C'est quoi cette une? Racontez-nous en 20 secondes. C'est une qui est juste très basique. C'est qu'on voulait, nous, savoir ce que les hommes pensent de la polémique actuelle qu'il y a entre deux parties de femmes, on va dire. Parties au sens deux branches du féminisme, on va dire. Deux branches du féminisme, voilà, des bons termes, deux branches du féminisme. On les a interrogés sur comment ils ressentaient. Il n'y a pas de raison, puisque de toute façon, le sujet les touche, les concerne. Donc on a pensé à aller leur demander de ce qu'ils pensent. Évidemment, ça fait polémique, mais c'est une polémique un peu vaine, parce que c'est un peu du second degré. Libérons la parole des hommes. On sait très bien que les hommes ont la parole depuis des millénaires, qu'effectivement, s'il y en a certains parmi la population qui doivent se plaindre de ne pas l'avoir, c'est plutôt les femmes. Mais en l'occurrence, on s'est quand même aperçu aussi qu'il y avait un petit peu d'autocensure sur un sujet qui, effectivement, les touche quelquefois au plus intime. Très bien, dossier à découvrir. Je ne suis pas sûr que le second degré soit la chose la mieux partagée dans la polémique actuelle. Et surtout, quelquefois, chez nos propres confrères, je dois noter. Pardon, mais heureusement, vous êtes là, et j'espère un peu nous aussi, pour privilégier le second degré. Un homme qui a une parole libre, c'est entre autres Guillaume Bernard. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes maître de conférence à l'ICES, directeur de collection aux Presses universitaires de France. Votre dernier livre, La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'extrogir, c'est-à-dire le mouvement de déplacement vers la droite, a été publié chez Desclés de Brouwer. Venons tout de suite au premier sujet du jour. Le chef de l'État était ce matin à Toulon, sur un porte-hélicoptère baptisé Dixmude, c'est son nom de baptême, qui était l'occasion pour le président de présenter ses vœux aux armées. Vous vous souvenez sans doute de la crise qui avait agité les armées françaises au moment de la démission du chef d'état-major des armées, c'était au mois de juillet dernier, pour cause de crédits insuffisants. Depuis, tout est rentré dans l'ordre, à la fois d'un point de vue budgétaire, mais surtout peut-être d'un point de vue affectif. Écoutez cet extrait du discours du président de la République ce matin. Nos concitoyens savent qu'à terre, en mer, dans les airs, vous êtes en permanence mobilisés pour leur défense et leur sécurité. Ils vous sont aussi reconnaissants de ce que vous êtes, des valeurs que vous incarnez et qui sont comme des repères au sein de notre société. L'esprit collectif, la solidité face aux épreuves, le courage, l'abnégation, le service des autres. Julie Weintraub, c'est la grande réconciliation entre le président et les armées. Ça va mieux en tout cas, puisqu'on se souvient des réactions qui avaient suivi le sermon infligé par Emmanuel Macron aux militaires à l'hôtel de Brienne, au ministère de la Défense, en pleine affaire avec le général de Villiers.
à faire causer par une diminution impromptue des crédits pendant les bricolages budgétaires de l'été. Vous dites le compte y est, je n'en suis pas si sûre. En tout cas, financièrement, pour respecter la trajectoire que s'est engagée à tenir Emmanuel Macron, il faudrait un peu plus d'argent que les augmentations actuelles du budget de la défense. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté d'apaiser les choses, que les militaires prennent ce qu'on leur donne en se disant que c'est toujours ça, et que personne ne veut rouvrir le conflit. Alors Nathan, c'est aussi votre avis. Il y a eu un changement de ton, on a titré un peu ironiquement cette partie de notre débat. Jupiter a-t-il changé ? En tout cas, Jupiter est un petit peu descendu de l'Olympe pour aller soigner un petit peu les combattants de la guerre de Troie, en leur passant un petit peu de pommade. On a entendu le discours, l'hommage aux valeurs, etc., l'engagement, etc. Donc là, c'était pas le discours de l'année dernière, je suis votre chef, vous allez obéir. C'était formidable, vous êtes magnifique. Alors il va profiter aussi d'un certain nombre du point de vue budgétaire. Il vient aussi avec des choses qui ne sont pas des annonces, mais que les militaires savent. Par exemple, la guerre de Syrie est en train de se terminer. D'accord ? Dans 1 mois, 2 mois, les opérations s'arrêteront. Grosso modo, c'est 400 millions d'euros de moins dans les OPEX, qui font 1,4 milliard l'année dernière, donc on va passer à 1 milliard. Et grosso modo, les militaires, en ayant la promesse qu'à terme, le budget OPEX, opérations extérieures, sera élevé jusqu'à 1 milliard, ont l'assurance de pouvoir continuer leurs opérations telles qu'elles sont et d'avoir effectivement l'argent qu'il faut pour être là où il faut, c'est-à-dire essentiellement sur la bande du Sahel. Voilà. Et donc ça, ils le savent. Pour le reste, de toute façon, c'est du gros matériel et ils ont l'habitude de jouer, de phaser, et de reporter. On se débrouille toujours, donc ça fonctionne. Donc effectivement, oui, il y a un changement de ton. Ce changement de ton, il intéresse Benjamin Grange sur Internet. Est-ce qu'il y a des réactions autour de ça ? On se souvient que les déclarations du président, vous y reveniez l'un et l'autre, Judith et Hervé, avant le 14 juillet, avaient fait beaucoup de bruit à l'époque. Oui, ça a fait beaucoup de bruit, mais il fallait aussi relativiser sur les réseaux sociaux et à travers finalement la parole qu'expriment les Français sur ces moyens-là. On n'a pas grand-chose. Ce n'est pas un sujet qui intéresse énormément. Et là encore, on va trouver exactement la même chose, c'est-à-dire finalement assez peu de commentaires. Alors après, sur le fond, et je reviendrai plutôt sur la communication là, du président, quand on écoute les attentes des armées, on a 2 natures d'attentes. La première, c'est une attente en termes de reconnaissance, en termes d'égard. Et la deuxième chose, c'est un discours de preuve. Alors, reconnaissance, le morceau, de discours que vous avez passé, très beau discours, il est effectivement dans ce ton-là. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on reconnaît leur rôle, on reconnaît leurs efforts, etc., etc. Après, sur le discours de preuve, c'est faire que le budget qui est évoqué ne soit pas que de l'incantation, mais soit évidemment suivi des faits. Et là-dessus, on est sur la bonne voie, mais on saura dans quelques mois si les crédits sont véritablement versés ou si en cours de route, ils auront été gelés. Et c'est qu'à travers, je dirais, ce type de posture que l'on passe de chef d'État à chef des armées. Une dernière chose, j'ai oublié, il a pris en compte la demande des militaires de ne pas être chargés du service national universel que le candidat à la présidence de la République s'était engagé à faire. Ça va être réparti sur l'ensemble des ministères, ce ne sera pas un service militaire. Et voilà, et ça c'était aussi une grande inquiétude. Un parcours citoyen qui durera 1 mois et pour des beaucoup plus jeunes, puisqu'à priori on est autour d'entre 12 et 16 ans, mais ce n'est pas encore tout à fait clair. Le projet est encore en travaux. Guillaume Bernard, est-ce que vous aussi vous avez été convaincu par cet engagement à la fois personnel et financier du président de la République ? Je crois qu'il ne pouvait pas faire autrement qu'essayer de penser les blessures. Parce que honnêtement, le phénomène Macron qui avait joué pour la présidentielle sur le levier monarchique était allé sans doute un peu trop loin. Le curseur était allé sans doute trop loin lorsqu'il avait fait preuve d'un autoritarisme ressemblant plus à du caporalisme qu'à, je dirais, une véritable texture ou charisme, je dirais, qu'on doit à un chef de l'État. Lorsque, effectivement, il avait humilié le chef d'état-major des armées en juillet dernier. Donc il ne pouvait
qu'effectivement essayer de recoller les morceaux. Après, il est bien certain que c'est quelque chose qui est fait pour essayer de colmater les brèches, c'est-à-dire que, cela a été dit, la capacité, là je ne fais que redire ce que j'ai moi-même lu, étant donné que je ne suis pas spécialiste, je le reconnais, de défense nationale. Il semblerait qu'effectivement l'effort budgétaire soit pour assurer véritablement une défense nationale qui soit, pérenne et sûre. Cet effort budgétaire est, semble-t-il, encore insuffisant. Et comme on l'a vu, il y a déjà eu des coupes lors des lois de finances rectificatives, et donc on peut effectivement s'attendre ou craindre, rester dans l'expectative, craindre qu'il y ait effectivement à l'avenir peut-être d'autres coupes qui reviennent sur les annonces d'aujourd'hui. Il me semble qu'il y a un sujet qui est quand même important, mine de rien, c'est le service national nouvelle mouture. Il me semble que là, il y a quand même quelque chose qui est tout à fait caractéristique, je dirais, de l'état d'esprit du gouvernement, de l'exécutif, et qui me semble être en rupture avec, je dirais, la réalité du pays. Le service national, auparavant, ça permettait un brassage social, mais de personnes qui savaient qu'elles appartenaient à la même nation. Là, aujourd'hui, on est en train d'essayer de concocter un service national extrêmement court, qui, en fait, va chercher à faire comprendre à des personnes qui n'ont pas le sentiment, voire ne veulent pas appartenir à la nation, qu'en fait, ils y appartiennent déjà. Donc là, il me semble que il y a quelque chose, il y a une fonction que l'on veut donner à l'armée, même si financièrement elle est répartie entre les différents ministères, mais on veut donner une fonction à l'armée qu'elle ne peut à l'évidence pas remplir, étant donné que ni l'école ni la famille ne le font. Voilà, au-delà de la nouvelle, donc, on est d'abord parti sur un projet de service national d'1 mois pour des gens de plus de 18 ans, et là on irait plutôt vers un parcours citoyen pour des lycéens, voire des collégiens. On souhaite la bienvenue à tous les internautes qui nous ont rejoints, à Claude qui nous dit « Macron dit vouloir faire un effort, mais d'où vient l'argent que l'on n'avait pas en juillet ?» Ça, c'est une bonne question, Hervé Nathan. On a trouvé de l'argent d'un seul coup? Ah oui, on a trouvé de l'argent, oui. Oui, d'ailleurs, la polémique... Donc on en a enlevé ailleurs? Non, d'abord, on a eu 6 milliards d'euros de plus-value fiscale par rapport à ce que le gouvernement avait annoncé, ce qui n'était pas... Voilà, les impôts sont mieux rentrés que prévu. Il y a davantage d'impôts qui sont rentrés. Ça réduit à rien la polémique ridicule que le premier président de la Cour des comptes avait enclenché sur l'insincérité des comptes laissés par le précédent gouvernement. Je dois dire que je pense que M. Migaud doit avoir un petit peu honte de ce que, si on lui ressortait ces déclarations, je pense qu'il aurait un petit peu honte parce que c'est encore meilleur que ce que tout le monde pouvait espérer compte tenu de la situation d'où l'on sort. Donc il y a un peu plus d'argent. Il y a d'une certaine manière la chance d'Emmanuel Macron, qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur des tas de plans. Il a une chance, c'est d'arriver en début de croissance. La croissance repart. Si elle se maintient, effectivement, il va avoir de la chance. Mais avoir la chance, ça fait partie de la politique. Alors, le droitiste nous dit Emmanuel Macron, le chef des armées, n'a pas fait son service militaire. Mais ça, je pense que c'est une question de génération. Il est peut-être trop jeune pour cela. Et voilà, nous rappelle Julie, oui, c'est 95 la suppression du service militaire. Il aurait pu faire un service volontaire. Oui. Muriel qui nous dit l'armée protège les élus, l'Élysée, le peuple. C'est bien que le président de la République ait réagi ainsi. Yves nous dit cet effort va-t-il se répercuter sur les classes moyennes? J'imagine cet effort budgétaire pour les classes moyennes qui supportent l'augmentation de la CSG, entre autres. Et puis il y a beaucoup d'internautes qui nous disent mais finalement, peut-être que finalement le général de Villiers avait raison puisqu'il demandait plus de moyens et on les lui a donnés. Et on nous dit peut-il revenir? Je dis que ça vous paraît... Comme chef d'état-major des armées, non, sans doute pas. Mais... Non, je pense qu'il est passé la réserve. C'est pas dans ses intentions. En plus, il a été remplacé par un général dont je viens d'oublier le nom, Lecointre, mais qui est un de ses amis, en tout cas un homme dont il dit le plus grand bien. Et qui a publié une chronique dans le Figaro cette semaine. Voilà. Figaro.fr. Et dans lequel il lui fait confiance. Je pense qu'un retour est à peu près inenvisageable. Je voulais juste quand même une précision sur d'où vient l'argent, parce que quand même, il y a une partie du discours dans lequel le président de la République précise, d'une certaine manière, pour bien dire, pour que les militaires en aient bien conscience, les moyens qu'on va vous donner vont être pris sur les autres politiques de l'État. Donc effectivement, ça ne va pas être pris sur des impôts supplémentaires, mais ça va être pris sur des moyens qui seront sur la réduction de services faits par les autres ministères. Ça peut être l'éducation, enfin l'ensemble de la sphère de l'État. Donc il y a effectivement un effort collectif qui est demandé aux Français, puisque les services publics, c'est pour tout le monde. La question Twitter, Jupiter a-t-il changé? Eh bien, la réponse est plutôt non. Vous n'avez pas l'air d'avoir été complètement convaincu par les interventions de nos invités. Au vu du discours d'Emmanuel Macron,
une majorité de tweetos, 70% même, considèrent qu'Emmanuel Macron n'a pas vraiment changé. Eh bien, écoutez, c'est votre point de vue et ça semble bien parce qu'on vous le demande sur chaque grand sujet dans cette émission. Voilà un autre, les droits de l'homme en France. Est-ce que l'ONU déraille? Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dont j'ignorais, j'avoue, jusqu'à l'existence, mais vous allez sûrement m'en dire un peu plus, vient d'émettre un certain nombre de recommandations, je crois qu'il y en a 300, sur tout ce que la France doit faire sur le registre des droits de l'homme. Donc on apparaît vraiment comme un très très mauvais élève. Alors il y a des éléments très divers, par exemple la prolongation d'un certain nombre de mesures prises pendant l'état d'urgence dans la législation normale, depuis la nouvelle loi contre le terrorisme. Ce Conseil parle aussi de la surpopulation en prison, mais parle aussi des châtiments corporels donnés aux enfants. On imagine qu'ils veulent interdire la fessée, qui doit être contraire aux droits de l'homme. On va vous demander votre point de vue sur ces sujets, mais on va d'abord écouter celui de Benoît Hamon, l'ancien candidat à la présidentielle. Il était ce matin sur France Info et lui, il a adoré ce rapport. Écoutez. Mais très intéressant quand il pointe que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pointe les choix politiques faits par Emmanuel Macron sur l'intégration de l'état d'urgence au droit commun, la surpopulation carcérale et le fait qu'aujourd'hui, si les gardiens de prison se sentent si mal, c'est parce que les moyens qu'ils ont de travailler, les conditions de détention sont régulièrement pointées comme indignes. C'est une sorte de leçon qui nous a été donnée et justifiée, Guillaume Bernard? Écoutez, franchement, on peut reprendre et je pense qu'on va débattre de chacun des points ou des principaux points que vous avez évoqués. Mais de ceux qui ont été évoqués, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Là. Mais honnêtement, le fait que la France se fasse d'une certaine manière remonter les bretelles sur la question des droits de l'homme, alors qu'il y a membres des Nations Unies, un certain nombre de pays, et je pense évidemment à un certain nombre de pays islamiques, qui n'appliquent les droits de l'homme qu'à travers le prisme de la charia, très franchement, je trouve ça un peu fort de café. Voilà, c'est-à-dire que naturellement, il y ait des efforts à faire pour améliorer, je dirais, l'humanité avec laquelle on traite un certain nombre de personnes dans une société, c'est parfaitement entendable. Mais en revanche, qu'il y ait toute une litanie faisant passer la France pour un pays où, dans le fond, les droits de l'homme ne sont pas respectés, c'est tout de même un peu exagéré à mon goût. Voilà. Hervé Nathan, c'est trop ? C'est à la fois trop et en même temps recevable sur un certain nombre de points. C'est trop parce que 300 points, c'est énorme. La fessée, c'est pas la fessée, c'est vraiment pas une urgence. Là-dedans, il y a quand même. D'abord, je voudrais rappeler le principe. Nous avons accepté, en signant un certain nombre de conventions internationales, d'avoir une revue des pairs. C'est-à-dire les autres pays regardent et nous regardons les autres pays. Et ça se fait une fois tous les 4 ans pour la France. Regardent les pratiques et font des critiques. Il y a beaucoup d'autres matières sur lesquelles il y a exactement la même chose. Par exemple, si on prend les questions économiques et les questions d'imposition, ça se fait au sein de l'OCDE où il y a une revue par les pairs, par exemple, sur les conventions de non-imposition, l'évasion fiscale, etc. C'est ce qu'on appelle la revue par les pairs. Nous acceptons depuis très longtemps, en fait, grosso modo, c'est le système mis en place depuis la Société des Nations et puis ensuite avec la création des Nations Unies en 1946. Excusez-moi pour l'approximation. Voilà, donc ça c'est le cadre. Là, il y a des choses qui sont des scandales, mais dont on n'a pas besoin d'une commission internationale pour venir nous les rappeler. Par exemple, ce qui se passe dans les prisons est un véritable scandale. C'est un scandale pas simplement humanitaire, judiciaire, c'est un fiasco politique, ça fait des années que ça dure. On fait coucher des gens par terre pendant des années, des mois et des mois, des semaines, voire des années, etc. C'est juste scandaleux, c'est juste de l'humiliation. Alors on parle de torture. On n'est pas loin, effectivement, quand on y pense, de dire oui, on est en train d'avoir une politique dans laquelle on fait mal aux gens, peut-être pas volontairement, en tout cas par négligence, en tout cas par abandon. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les prisons. D'ailleurs, les premiers, on voit les images en ce moment, les premiers à le dire, ce sont les gardiens de prison. Si vous le permettez, on peut même préciser une chose, c'est qu'effectivement, la surpopulation carcérale touche essentiellement les maisons d'arrêt, c'est-à-dire ceux qui sont en détention provisoire et ceux qui sont en fin de peine. Et donc par conséquent, c'est-à-dire c'est ceux qui ne sont pas encore jugés coupables et ceux qui sont à la fin de la sanction qu'ils ont endurée, qui vivent dans les conditions les plus déplorables. Donc là, évidemment, c'est un vrai souci. C'est la question du rôle de la prison qui est joué. Est-ce que la prison doit être une sanction ou est-ce qu'elle doit être, dans une autre conception du droit, un moyen d'exécution de la peine ? Deuxièmement, nous avons quand même un système
un système d'ordre juridique qui fonctionne assez bien. Et je pense que pour le coup, le Conseil constitutionnel n'a pas attendu d'avoir les remontrances de l'extérieur, par exemple, pour censurer un article de la loi. Alors, il a mis le temps, mais il a censuré un article de la loi sur les zones que la police pouvait déclarer fermées en vertu de l'état d'urgence, en disant qu'il l'avait utilisé notamment à Caen dans l'évacuation de la jungle, comme on dit. Qu'il y avait eu un abus de pouvoir, et d'une certaine manière, ça devrait se retrouver dans le jour où il y aura une question prioritaire de constitutionnalité qui sera adressée sur la nouvelle loi contre le terrorisme. Donc nous avons un ordre juridique qui fonctionne aussi. Voilà. Donc, mais finalement, même si l'ONU y va un peu fort, il y a des choses justes dans ces critiques. Benjamin Grange. Alors en fait, l'opinion publique, elle réagit le plus souvent sur des sujets qu'elle voit, qu'elle ressent ou qui sont proches d'elle. Et il faut être honnête, sur celui-là de l'ONU, avec les 300 points qui sont mis en avant, elle ne réagit pas du tout. On est à peine à 800 messages, et encore souvent écrits par des experts. Et donc finalement, ce qui aujourd'hui anime l'attention, c'est la condition des gardiens. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est c'est le rôle du gardien, c'est le métier de gardien, c'est les grèves. Et c'est ça aujourd'hui qui ressort le plus quand on regarde les réseaux sociaux. Et on assiste évidemment à un effet de halo classique, c'est-à-dire que ce qu'on voit en premier et le plus proche de soi, c'est ce qui efface, ce qui occulte les sujets qui sont derrière. Gilles Van Traub, sur le contenu de ces récriminations. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est un organisme politique qui juge en politique en donnant des préconisations politiques à partir de choix qu'il fait passer pour des préoccupations de préservation et de garantie des droits de l'homme. Exemple, il a condamné la Russie pour son soutien à Bachar el-Assad, à une période où nous, par exemple, en France, à l'initiative de Laurent Fabius surtout et d'un peu de François Hollande, disions le préalable, c'est le départ d'Assad, et hors de question de dialoguer, évidemment, mais même de coopérer, si peu que ce soit, avec le régime syrien dans la lutte contre l'État islamiste. C'est ce que j'appelle une option politique. La suite a montré qu'il fallait en passer par un certain degré de coopération avec le régime syrien. Autre jugement politique plus récent, celui-là, le président Al-Hussein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU trouve que la France surréagit aux attentats terroristes dont elle a été victime. C'est son avis, on peut ne pas le partager et trouver que c'est une option politique. Donc on est déjà dans un porte-à-faux. Il y a une malhonnêteté dans l'intitulé même de ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une réaction du droitiste qui nous dit « Se doit-on de prendre soin des assassins et des délinquants ?» Là, pour le coup, c'est vrai que sur ce sujet, et là je reviens à ce que disait Benjamin sur la surpopulation en prison, les Français ont l'air d'être beaucoup plus sensibles à la condition des gardiens qu'à celle des prisonniers. Ça vous paraît abusif? L'un va avec l'autre. C'est surtout des prisonniers qui sont entassés dans des cellules trop étroites, dans des conditions lamentables, se rebellent, font une vie impossible aux gardiens qui eux, sont, si j'ose dire, condamnés à vie. En tout cas, la durée de leur carrière professionnelle. Pour aller dans le sens de Judith, la revendication des gardiens de prison, c'est qu'il y ait moins de... En tout cas, il y a de mettre fin à la surpopulation, parce que pour eux, les conditions sont épouvantables. Moi, je voulais une précision là-dessus, parce qu'en fait, là, il y a une confusion actuellement entre deux sujets. Le sujet du traitement des islamistes condamnés qui sont en prison et le sujet de la surpopulation. Or, ce n'est pas le même sujet. Pourquoi ? Parce que les islamistes qui se sont distingués ces derniers jours par 2 tentatives d'agression sur plusieurs gardiens, eh bien, ne sont pas du tout dans des prisons surpeuplées. Au contraire, ils sont dans des quartiers de haute sécurité où les effectifs sont tout à fait suffisants. Donc, il ne faut pas confondre la nature des problèmes. Il me semble quand même que les Français ont une réaction qui est... je ne veux pas dire philosophiquement, mais politiquement logique. C'est-à-dire qu'il faut quand même se souvenir de comment a été conçue la prison à partir du XVIIIe siècle.
C'est très rapide, je vous promets. C'est l'idée, n'est-ce pas, que puisqu'il y a un contrat social et que quelqu'un viole le contrat social, il est mis à l'écart de ce contrat social. Et que donc, par conséquent, quelqu'un qui a violé, je dirais, la loi, eh bien, il est assez logique qu'il vive dans des conditions moins bonnes, pas humiliantes, mais moins bonnes que celui qui continue à respecter le contrat social et à respecter la loi. Donc que les Français, finalement soient plus attachés, je dirais, aux bonnes conditions de travail de leurs gardiens de prison, ça me paraît, d'une certaine manière, dans la logique du contractualisme social, assez cohérent. Nous avons une réaction de Khalid qui nous dit il faut quand même constater que les droits de l'homme en France sont nettement mieux respectés qu'aux États-Unis, par exemple. L'ONU a-t-elle raison de blâmer la France plus qu'un autre pays? Alors, si on a bien compris, Hervé Nathan, en fait, tous les pays à tour de rôle ont droit à cette revue de détail. À partir du moment où ils ont signé les conventions, etc. Mais alors, je est-ce suis pas que sûr que les l'ONU États-Unis les aient signés d'ailleurs. Ouais, On va est-ce vérifier. que l'ONU déraille, on a posé la question. Oui, pour 59% de nos internautes. L'un des points, même s'il est un peu anecdotique, c'est effectivement une recommandation pour interdire les châtiments corporels, ce qu'on peut appeler un peu rapidement la fessée. Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus, mais vous avez le droit de vous abstenir. Est-ce que vous êtes plutôt pour, plutôt contre l'interdiction de la fessée? Vous savez qu'il y a régulièrement des propositions de loi qui passent sur ce sujet. Hervé Nathan. J'ai un avis réservé sur les législations en ces matières-là. Voilà, je pense qu'il faut protéger l'enfance malmenée. Et je pense que, pour le coup, sur cette question-là, compte tenu de ce que les sociologues nous racontent, de ce qui peut se passer à l'intérieur des familles en termes de violence, y compris de violence sexuelle, etc., je ne pense pas que l'image de simple fessée soit le problème majeur qui se passe sur ces questions-là. Voilà. Judith, un point de vue? Pareil, je trouve que c'est une intrusion insupportable dans un domaine où les parents sont les premiers décideurs, qui est l'éducation de leur enfant. Ce qui veut dire évidemment qu'il faut qu'il y ait un système de repérage des maltraitances, et là on est sur un autre sujet, qui fonctionne bien et que les maltraitances soient sanctionnées. Mais une fessée ne peut pas être considérée Surtout par un organisme extérieur comme une maltraitance. Benjamin, un avis là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a plein de maltraitances. Il peut y avoir une maltraitance verbale, des violences verbales. Et finalement, ça pose la question de l'éducation des parents. On éduque sur plein de choses, mais pas forcément être parent. C'est plus la responsabilité des parents peut-être que le domaine de la loi. Guillaume Bernard, votre avis là-dessus? Oui, je suis plutôt de cet avis. Je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer autour de la table et peut-être même certains de nos téléspectateurs, mais honnêtement, que l'ONU s'occupe de la fessée, mais ne soit pas choqué par le fait que quasiment 100% des enfants trisomiques soient avortés, honnêtement, ça me paraît ubuesque. Voilà. C'est votre point de vue. Merci de nous l'avoir donné. Nous parlons maintenant des hauts fonctionnaires en général et d'une d'entre elles en particulier. Il s'agit de Sylvie Goulard. Sylvie Goulard a été brièvement ministre des Armées dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Elle avait dû quitter le gouvernement parce qu'avant d'entrer au gouvernement, elle était députée européen MoDem et il y avait des soupçons d'emploi fictif autour des parlementaires européens du MoDem. Une information judiciaire a été ouverte et on vient d'apprendre que Sylvie Goulard a été nommé sous-gouverneur de la Banque de France. Est-ce qu'il y a une forme d'impunité, de pantouflage, de copinage? Le sujet, là, pour le coup, fait beaucoup réagir, en tout cas ce que j'ai vu sur Internet à propos après les articles publiés là-dessus. En tout cas, il y en a un qui trouve ça absolument normal. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. Il était ce matin sur Europe 1. Je ne vois pas ce qui peut choquer. Ah bon? Non, je ne vois pas ce qui peut choquer. Alors, elle n'a fait l'objet d'aucune procédure de justice, elle n'est pas mise en examen. Pourquoi elle a quitté le gouvernement alors? Ça, c'était son libre choix. Vous lui demanderez pourquoi elle a quitté le gouvernement. Moi, ce que je sais, c'est que Sylvie Goulard, elle a toutes les compétences. Elle a fait des rapports sur les questions financières, sur la zone euro, sur le fonctionnement de la Banque Centrale Européenne. Elle a été rapporteure de la Commission des Finances au Parlement Européen. Donc elle connaît parfaitement ces sujets financiers. Elle veut mettre ses compétences au service de la Banque de France. Tant mieux, je pense qu'elle sera très utile à ce poste. Benjamin Grange, êtes-vous convaincu par ces arguments? Alors en tout cas, quand on regarde ce que les internautes disent, ils disent bien peu de choses contre l'action du président Macron. Mais là, ils réagissent beaucoup. Ils réagissent beaucoup parce que ce qu'on leur a promis, c'est que les choses allaient changer.
Et là, effectivement, on s'est aperçu que cela n'a pas changé. On est encore dans le royaume du copinage. Et après, ressort d'ailleurs des sujets sur la SNCF et Pépil, sur Radio France et Gallet. Vous voyez, tout ressort forcément à travers ce point-là. Le mot impunité revient régulièrement. Oui, Dans les le mot impunité revient. Et finalement, ça repose la question de la manière dont, si je fais une comparaison avec l'entreprise, puisque finalement on dit beaucoup que le président Macron a importé des pratiques de l'entreprise. Mais vous avez beaucoup d'entreprises parmi vos clients. Et dans l'entreprise, on parle beaucoup de... on ne parle pas de... Est-ce que les choses sont légales ou illégales? Et bien sûr qu'on ne fait que des choses légales. On parle par contre de moralité. Et on a vu que la vie politique n'est pas une question de c'est légal ou c'est illégal, mais beaucoup une question de moralité. Et là, on est sur un deuxième plan qui est complémentaire. On n'est pas sur est-ce que Mme Goulard est compétente ou pas. Heureusement qu'elle est compétente. Mais dans l'entreprise, on parle aussi de compliance. On parle aussi de l'ensemble des règles qui font que l'action que l'on a au quotidien, c'est une action qui est éthique. Et donc, on impose à l'entreprise un certain nombre de choses que le gouvernement lui-même tarde à faire respecter sur l'ensemble de ses administrations. Et à mettre en œuvre. On salue Jack qui nous a rejoint, qui nous dit que les privilèges des hauts fonctionnaires sont choquants, précisément parce qu'ils sont des privilégiés, sans doute parce qu'ils bénéficient de l'emploi à vie. Mais là, c'est moi qui développe la pensée de Jack. Hervé Nathan, je vous voyais dubitatif sur l'éthique ou la morale dans la fonction publique. Ah oui, non, c'est-à-dire mettre en opposition une éthique qu'il y aurait dans l'entreprise privée et qu'il n'y aurait pas dans la sphère publique, qu'on aurait du mal à trouver, en tout cas dans le personnel politique. On a quelques affaires assez récentes. Je vais parler de l'affaire Alstom, où l'entreprise a dû être une des entreprises phares, a fini par être vendue aux Américains parce qu'il y avait tellement de procès de corruption à l'extérieur du pays qu'en fait, il fallait nettoyer tout le management. C'est ce qui a été fait. Nous allons un scandale. Donc, une grande partie venait de la sphère politique. Voilà, une partie venait de la sphère politique. On est d'accord, il y avait du mélange. Nous avons Airbus qui est devant nous. Tout le monde est sur un siège éjectable en demandant ce qui va se passer parce qu'il y a des affaires qui vont sortir, les Américains sont dessus, ou les Anglais, etc. La justice est saisie, etc. Donc l'idée de dire que dans le privé, ça ne pourrait pas arriver, ou ça n'arrive, où il y aurait une morale qu'on ne trouverait pas ailleurs, me semble tout à fait exagéré. Alors, sur l'affaire, sur Mme Goulard... J'ai pas tout à fait dit ça. J'ai pas tout à fait dit... On parle de compliance, souvent, c'est traité, c'est des sujets qui sont traités. Alors que dans la partie, dans le public, c'est des sujets encore... on parle par de exemple, compétences, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, tout ça, toutes ces questions qui sont même des questions morales dans l'entreprise, c'est immédiatement... moi, je suis assez d'accord avec Benjamin Grange. Dans les entreprises, les grandes entreprises, vous avez les affaires maintenant remontent très vite au CHSCT et il y a des sanctions qui sont prises très... Toutes les règles qu'on est obligé d'appliquer. Alors, c'est pas parfait, mais il y en a. Oui, bien sûr, il y a des règles. Il a fallu mettre beaucoup de règles pour faire respecter. Il a fallu du temps, mais on est arrivé à un peu plus de vertu. Mais c'est pas du tout ça, c'est parce qu'il a fallu imposer des règles, notamment en matière de harcèlement, par exemple, il a fallu faire voter des lois pour que ce soit respecté. 30 secondes pour Mme Goulard. Madame Goulard, je comprends l'indignation parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on a nommé une amie politique qui avait effectivement un problème de recasage. Donc on a trouvé un poste. Il y avait d'autres candidates, en plus, nombreuses, hautes fonctionnaires, on va dire, très compétentes, qui avaient été soumises au choix du président de la République et du Premier ministre. Et c'est pas le choix, il a choisi de faire un choix politique. Sylvie et Goulard, ça, c'est contestable. N'ayant pas d'expérience à la Banque de France. Judith Ventroux. En plus, il faut se rappeler le contexte. Richard Ferrand, qui est président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, a été dans un premier temps disculpé des accusations qui étaient lancées contre lui et rattrapé par la plainte d'Anticor pour abus de biens sociaux. Il y a une information judiciaire qui a été ouverte là aussi. Donc il fait l'objet d'une information judiciaire. Il se défend en disant que c'était mécanique, que c'était normal que le juge fasse ça après avoir examiné mon dossier. On n'en sait rien. En tout cas, ça contrevient à l'image d'intégrité absolue, de probité candide dont Emmanuel Macron a voulu naber son action. Et ça fait beaucoup. Donc je pense que les réactions défavorables à la nomination de Sylvie Goulard, dont le nom
a lui aussi été prononcé dans le cadre d'une affaire et elle ne fait pas l'objet d'une information judiciaire. Donc il y a une information judiciaire globale sur ce dossier. Mais Richard Ferrand, c'est à lui tout seul. Et pourtant, il reste patron du groupe à l'Assemblée. Donc là, les gens sont sensibles, comme d'habitude, au décalage entre les leçons données et la pratique. Guillaume Bernard. 2 mots. Un sur Madame Goulard, intuitu personné. C'est vrai que c'est assez amusant de voir qu'une européiste militante se retrouve à la tête de la Banque de France alors qu'elle est favorable, effectivement, et très favorable à l'euro. Bon, je trouve ça assez amusant. Bon, voilà, c'est pas bien grave. La deuxième chose, c'est effectivement, c'est de manière plus générale, l'idée que les hauts fonctionnaires peuvent, dans le fond, sans risque, continuer leur carrière en passant dans le privé, en revenant dans le public, en faisant une partie de leur vie professionnelle dans la politique, et que dans le fond, au fur et à mesure, je dirais, oui, mais sauf que ça veut dire qu'ils peuvent le faire sans véritablement être confrontés au risque social que quelqu'un qui exerce une profession libérale ou un chef d'entreprise ne peut pas, évidemment, auquel il ne peut pas être confronté. Et voilà, et donc c'est évidemment ça, je crois, qui choque les Français. C'est peut-être moins véritablement le fait qu'ils puissent avoir des salaires élevés parce qu'ils ont de hautes responsabilités ou de hautes compétences techniques, parce que c'est réel, les hauts fonctionnaires français ont de hautes compétences techniques. Le problème, c'est effectivement cette dichotomie entre quelqu'un qui est confronté au risque ou quelqu'un qui, dans le fond, a une certaine sécurité, et puis le fait que, normalement, les hauts fonctionnaires, ils sont formés, ils sont formatés d'une certaine manière pour faire perdurer un système, pour le faire, je dirais, durer, pour le faire fonctionner. Hein. Et ils n'ont pas nécessairement, je dirais, l'esprit pour, je dirais, l'esprit d'initiative, l'esprit pour faire évoluer les choses. Et c'est vrai que quand on a des hauts fonctionnaires qui passent de l'entreprise à la fonction publique, à la vie politique, on a l'impression qu'ils appliquent toujours les mêmes recettes pour faire durer quelque chose et non pas pour faire évoluer, pour faire changer, pour prendre des décisions. Et là aussi, je crois que ça choque les Français, sans pour autant remettre en cause leurs hautes compétences techniques. Et pour compléter ce que vous dites, il y a Julie qui nous dit « Ces privilèges ne contribuent-ils pas à couper ces hauts fonctionnaires de la réalité ?» C'est effectivement une option qu'on ne peut pas exclure complètement. Notre confrère Vincent Jauvert, qui est journaliste à l'Obs, vient de sortir un livre qui s'appelle « Les intouchables de l'État », dans lequel il révèle que pas moins de 600 hauts fonctionnaires, selon les derniers chiffres dont on dispose, parce que là aussi il n'y a pas beaucoup de transparence, étaient, en tout cas en 2012, mieux payés que le président de la République. Et que depuis lors, il a eu beaucoup de difficultés à avoir accès aux chiffres parce que les mêmes hauts fonctionnaires refusent de se plier aux règles de transparence qu'on a imposées aux parlementaires. Écoutez son témoignage, c'était dans le Grand Soir 3. Il y en a 600 qui sont payés plus que le président de la République. C'est de quel ordre Écoutez, à Bercy, on gagne jusqu'à 300 000 euros par an tout de même. Salaire à vie et où on n'est jamais sanctionné. Il y a eu une moralisation de la vie publique des politiques. Lorsque les députés d'opposition ont voulu intégrer les hauts fonctionnaires dans cette loi, le Sénat a voté pour, mais La République En Marche n'a pas voulu inclure les hauts fonctionnaires dans cette loi sur la moralisation de la vie publique. Je pense qu'il est temps que ça se fasse. Alors, il y a quelques exemples qui sont donnés par Vincent Jauvert de très hauts salaires. Il y en a qu'on peut comprendre. Par exemple, l'ambassadeur de France en Afghanistan, en plus en 2012, donc période où il s'était extrêmement exposé, gagne 29 000 euros net par mois. Il attend une prime de risque sûrement importante. Mais il y a aussi le gouverneur de la Banque de France qui gagne 30 000 euros par mois. La Banque de France étant chargée d'administrer une monnaie qui, sauf erreur de ma part, n'existe plus depuis à peu près 16 ans. Est-ce que tout ça, c'est trop? Est-ce que vous êtes choqué, Hervé Nathan? Est-ce qu'il y a des abus? Il faut revenir un peu sur la genèse de l'histoire. C'est-à-dire que cette liste de 600 personnes environ dont parle Vincent Jauvert, elle a été faite lorsque François Hollande a fait baisser son propre salaire à celui du Premier ministre, à un niveau de 150 000 euros environ, si je me souviens bien. Et là, on a essayé de savoir, effectivement, il y a eu une mission qui a été faite en disant, on sait bien qu'il y en a qui sont au-dessus. Il y avait des cas qu'on connaissait, celui du gouverneur de la Banque de France, celui du trésorier payeur général des Hauts-de-Seine, d'Île-de-France, etc., parce que c'est les départements riches et on sait que les trésoriers payeurs généraux je crois que c'est terminé maintenant, mais ils ont eu un moment, ils avaient pendant très longtemps des recettes, ils avaient des revenus qui étaient proportionnels aux recettes qui s'amenaient à l'État, pardon, pas pour eux, à l'État. Non, parce que c'est quand même des gens honnêtes, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas partir dans tous les sens. Donc là, c'est ça la genèse de cette liste. Donc on s'est aperçu qu'on avait baissé le premier fonctionnaire de l'État étant le président de la République et le second Premier ministre, il ne se retrouvait pas avec les premiers salaires de... Mais est-ce que ça vous choque ?
Eh bien, oui, non, ça ne me choque pas parce que je vais vous expliquer pourquoi. On a montré le salaire de Mme Pénicaud quand elle était à Business France, on n'a pas montré, qui est une responsabilité qui a du sens, mais on ne montre pas le salaire de Mme Muriel Pénicaud quand elle était dans le privé, dans une grande entreprise, chez Danone, et elle gagnait plus d'argent, elle avait moins de responsabilités. En partie par ses stock options. Oui, en partie par les stock options qui ont fait des problèmes, etc. Maintenant, elle est tellement embarrassée avec ça qu'elle explique qu'elle va faire la charité avec, parce que ça se pose problème. Mais donc, d'une certaine manière, quand on regarde, il faut regarder, effectivement, c'est un sphère public, donc nous avons le droit, selon la Constitution, etc., la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de vérifier l'usage des deniers publics et à qui ça va. Donc, je trouve normal qu'il y ait de la transparence. Après, il faut regarder, parce que c'est pas si évident. Je pense qu'il y a eu moi, ma position, c'est qu'il y a eu beaucoup de populisme, y compris dans la classe politique, quand il s'agit de baisser le salaire du chef de l'État. Je pense qu'on a fait une erreur. D'ailleurs, il a augmenté le budget de l'Élysée. D'ailleurs, il a embauché machin, donc on n'en sortait pas, etc. Je trouve qu'un pays qui décide que son chef de l'État ne vaut rien doit changer de constitution. Parce qu'à ce moment-là, il y a un problème avec ça. Pour moi, c'est avant tout un sujet d'explication. C'est-à-dire que le chiffre en soi n'a pas beaucoup d'intérêt quand on est dans certains intervalles. Mais c'est finalement à quelle responsabilité ça renvoie et quel risque on assume quand on est en responsabilité de ces postes que vous avez cités. Et à partir du moment où on met ça en regard d'un salaire, soit effectivement on comprend que la fonction mérite ce type de choses. Et c'est vrai qu'il y a plein de fonctions dans l'entreprise qui sont dans des niveaux bien supérieurs à ça et qui renvoient peut-être à moins de responsabilités. Et ensuite, on ramène ça aussi au niveau de risque. Et c'est là que le statut du fonctionnaire pose sujet. C'est-à-dire que si effectivement on est dans un cas d'un contractuel, effectivement c'est éphémère. Si on est dans dans un risque qui ramène à une absence de prise de risque parce qu'on a une garantie de l'emploi à vie, c'est là que c'est plus compliqué à expliquer. C'est là que c'est plus compliqué à expliquer. Et de l'impunité, de l'irresponsabilité, pardon. Oui, enfin, c'est la question et c'est du risque qui amène à la question du mérite. En fait, quel est le problème globalement dans la fonction publique, c'est que en haut de la hiérarchie, on est très très bien payé, avec ce même régime d'emploi garanti à vie. En bas, on est plutôt plus mal payé que pour des postes équivalents dans le privé. Donc déjà, il y a une inégalité au sein même du système. Mais le système est pour tous complètement, ou à peu près complètement, déconnecté de la notion d'effort, de la notion de mérite et donc de possibilité de progresser autrement que par la sacro-sainte grille. Emmanuel Macron a semblé ouvrir une piste d'ailleurs dans cette direction. À chaque fois qu'il a parlé de réformer la fonction publique, il introduisait la notion d'effort personnel et de mérite. Et d'augmentation au mérite. Ça a l'air d'être compliqué à faire. Est-ce que les tweetos ont un point de vue là-dessus? Vous pouvez répondre à cette question sur le hashtag Figaro Live, hashtag point de vue. Les hauts fonctionnaires ont-ils des privilèges choquants? 83% répondent oui. Ce n'est pas un sondage, hein, on répond sur la base du volontariat. Encore un mot sur ce sujet, Guillaume Bernard? Oui, qu'il y ait des hauts fonctionnaires qui soient bien payés parce que les fonctions qu'ils exercent incarnent et permettent la pérennité de l'État, très sincèrement, je ne crois pas que ça soit choquant. Mais en revanche, effectivement, qu'il y ait, je dirais, l'absence de risque au regard, je dirais, des décisions qu'ils prennent et donc la possibilité qu'ils soient remplacés et sans qu'ils aient la possibilité d'être recasés automatiquement à des niveaux équivalents, ça c'est choquant. D'une certaine manière, le spoil system aux États-Unis garantit le fait que celui qui va exercer une fonction élevée avec un haut niveau de salaire, n'est là que parce qu'en fait, il est au service d'une politique qui est sanctionnée ou pérennisée par les électeurs. Là-bas, les très hauts fonctionnaires, y compris les ambassadeurs, peuvent être nommés puis limogés librement aux États-Unis. Sur la question de la responsabilité, juste quand même un mot. Très vite. Très vite. On va bientôt, un jour, il va y avoir un procès pour l'affaire Tapie. D'accord. Il y aura des hauts fonctionnaires qui seront devant le tribunal correctionnel. On verra s'ils ont la même peine que la ministre, Madame Lagarde,
qui a été condamnée à 0 peine pour négligence, alors que c'était elle qui avait la responsabilité. Vous voyez, le discours sur la responsabilité des hauts fonctionnaires, c'est pas évident, parce que eux, par exemple, il y aura Stéphane Richard, qui est quand même actuellement le patron d'Orange. Il n'y aura pas que lui, il y aura des gens moins connus. Voilà, à la suite les de hauts fonctionnaires qui, eux, ont eu à signer, etc., sous les ordres de Mme Lagarde, qu'ils ont signé. Eux, ils iront au tribunal de correctionnel. Elle a eu droit à la Cour de justice de la République, qui l'a condamnée à ne pas avoir de peine, malgré le fait qu'elle soit coupable. Voilà. Elle est toujours présidente du FMI, directrice générale du FMI. C'est très très bien payé, vous savez. On pourrait aussi, voilà, et en plus il n'y a pas d'impôt au FMI. C'est l'avantage. Un dernier sujet compliqué, et sur lequel d'ailleurs, moi j'ai pas de solution, c'est pour ça que j'avais envie de vous entendre là-dessus, mais très symbolique peut-être de ce qu'on est en train de vivre. Il y a des lignes de métro à Paris, la ligne 12, la ligne 4, où on ne s'arrête plus dans quelques stations du nord de la capitale parce qu'il y a des consommateurs de crack qui sont sur les quais. Le crack est une drogue qui a des effets indésirables, immédiats plus exactement, extrêmement forts, de violence, de dégradation. Les effets sont tous indésirables, évidemment, pour ce genre de substance. Et pour donc les conducteurs de métro choisissent, en dehors de toute recommandation officielle de leur employeur ou de la police, de ne pas s'arrêter dans ces stations. À qui la faute? C'est évidemment une question insoluble, mais tant pis. C'est pas une question insoluble. Qui est détenteur de la préservation de l'ordre public, de la violence légitime, selon la définition de Max Weber? L'État. Donc c'est la faute à l'État. Mais c'est la police qui ne fait pas assez? Alors non, c'est la police qui ne fait pas assez. Quels sont ses ordres à la police? Comment laisse-t-elle perdurer une situation de non-droit? On est en plein territoire perdu de la République, là. Donc, évidemment, le plus haut responsable, le plus haut gradé et le plus responsable. En l'occurrence, le préfet de police de Paris, voire le ministre de l'Intérieur. Et bon, moi c'est clair. Benjamin Grange, il y a des réactions là-dessus? C'est une affaire qui commence à monter? Alors c'est une affaire qui commence à monter parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a eu 2500 messages depuis le 15 janvier. On met en avant la zone de non-droit, ça repose la question de la sécurité. Mais en filigrane, ce qui commence à se détacher, c'est finalement le sujet les privilégiés et les autres. Ceux qui sont obligés de prendre le métro et qui en pâtissent de ne pas pouvoir sortir à cette station de métro ou d'avoir toutes les incivilités qui vont avec. Et quand je dis incivilité, je pèse mes mots. Et puis les autres, vous voyez, ceux qui n'ont pas besoin de prendre le métro, qui ont d'autres moyens de transport. Et il commence à y avoir une fracture qui se dégage entre ces deux natures de population. Et c'est comme ça aujourd'hui que que l'opinion publique, en tout cas, se scinde sur ce sujet. Et c'est intéressant parce qu'on avait les mêmes types de réactions sur la mise en place éventuelle de péages urbains. Ce sont toujours les mêmes qui sont sanctionnés, ceux qui n'ont pas les moyens d'habiter dans les centres-villes. Hervé Nathan. Oui, mais il faut comprendre, là aussi on revient un petit peu en arrière. Pourquoi ils sont dans le métro? Vraisemblablement parce qu'on a commencé par les chasser. C'était des junkies qui étaient du côté Stalingrad. C'était un lieu de consommation de crack extrêmement important. Dans le nord les de Paris. Populations de ce quartier-là ont eu beaucoup de mal à se faire entendre de la part des pouvoirs publics, la mairie, etc. Donc il y a eu quand même des opérations de police, ils sont montés vers le nord. Apparemment, les opérations de police continuant, ils ont fini par aller s'enterrer. Ce sont quand même des gens qui sont dans des conditions très difficiles psychologiquement. Le crack a des effets absolument épouvantables et en plus, on sait que c'est une addiction qui est très difficile, de laquelle il est très difficile de se débarrasser. Donc c'est une question de santé publique énorme. Moi, ce que je pense, si on essaie de voir un peu plus loin, c'est qu'il serait temps de s'interroger sur la politique de réduction des addictions. On traque les gens qui fument du hashish et on n'est pas capable de trouver des solutions et des abris et des manières de s'occuper des drogués qui sont franchement en danger et qui mettent en danger la population. Ça fait belle lurette qu'on ne traque plus les gens qui fument du hashish. Là, vous faites une erreur, là, pour le coup, Judith. Vous faites une erreur parce que... Il y a combien de condamnations pour Oui, il n'y a pas de condamnation, mais des arrestations, il y en a tout le temps. Et d'ailleurs, ils en sont tellement fatigués, les policiers... Vous savez, mais oui, mais ça ne sert à rien. D'accord, mais fout, je suis d'accord. Donc il est temps de changer. Oui. Il est temps de changer parce que nous avons une politique, nous avons des lois qui ne sont plus appliquées. La preuve, vous venez de le dire, c'est la preuve que la loi n'est pas appliquée, la loi n'est pas opérante, donc nous n'avons pratiquement plus de politique. La loi oui, au moins essayons d'avoir une politique. Là, nous n'avons pas de politique vis-à-vis de la drogue. En fait, on n'a pas. On a l'impression qu'on a des lois, on laisse les policiers se débrouiller avec ça, c'est pas facile, et les populations qui sont effectivement confrontées à ça, qui sont dans le désarroi. Je trouve qu'il serait temps effectivement de s'interroger. Oui. D'ailleurs, le président de la République avait dit qu'il ferait quelque chose, on attend.
Et voilà, le débat est aussi chez nos internautes. Boris nous dit les responsables sont Anne Hidalgo et Rémi Féraud. J'avoue que je ne connais pas Rémi Féraud, qui ont créé une zone de non-droit autour d'une salle de shoot. Forcément, ça déborde ensuite dans le métro. C'est pas dans ce quartier-là. C'est pas dans ce quartier-là, nous précise Hervé Nathan. Et Jean nous dit, plutôt que de les traquer, ne devrait-on pas les soigner pour éviter de les avoir dans le métro? Très vite, Guillaume Bernard, un mot là-dessus. Moi, je crois que c'est bien pire qu'une zone de non-droit. C'est une appropriation du territoire par, je dirais, effectivement des consommateurs de drogue, mais des consommateurs de drogue qui trouvent de la drogue parce qu'il y a des gens qui leur en vendent. Et si vous voulez, le problème, c'est que ce n'est pas un désordre par l'absence d'ordre public, c'est bien pire que cela, c'est le fait que c'est la substitution d'un ordre criminel à l'ordre public. Donc on est dans une situation beaucoup plus grave et par capillarité, ça peut s'étendre absolument partout. Donc je crois que là, la situation est extrêmement grave. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir partagé vos points de vue avec nous. Point de vue, c'est fini pour ce soir, mais ça revient lundi, même heure, même endroit. Très bon week-end.